La taille a son importance. Nous en avons eu un douloureux rappel en 2008, puis à maintes reprises dans les mois d'instabilité ayant suivi le début de la crise. Après des années de distribution laxiste du crédit et d'expérimentation avec des instruments mal compris, les institutions financières ont été poussées au bord de la faillite avant d'être secourues par des vastes plans de sauvetage. Pourquoi? Elles étaient trop imposantes pour disparaître. La taille de certaines institutions était si considérable que leur intégration complexe à d'autres institutions, dont beaucoup aussi de grande taille, a transformé leur faiblesse en une épidémie virulente du jour au lendemain. La chute d'une institution clé pouvait facilement faire tomber le système tout entier. D'habitude, nous ne percevons pas les pays de cette façon, mais peut-on trouver des similitudes? L'économie chinoise, mal en point, est-elle trop imposante pour être mise à mal? Quand les riches nations occidentales vacillent, les regards se tournent vers l'Est. Une myriade de spécialistes parlaient avec lyrisme de la résilience miraculeuse de la Chine, qui semblait à l'abri de la contagion minant les grandes économies. Les sujets comme le pivot économique vers l'Asie, l'influence croissante des marchés émergents, les nouveaux moteurs de l'économie mondiale, entre autres, inondaient la presse. Et la Chine occupait généralement un rôle central dans cette thèse. Ce marché semblait avoir tout pour lui. Mais ce discours a soudainement changé. Avec une inquiétante incrédulité, on s'est mis à entendre des histoires de vie sans habitants, de centres commerciaux vides, de parcs industriels terminés mais inoccupés et de stocks croissants de produits finis, ce qui a incité les observateurs à remettre en question les déclarations précédentes. Aujourd'hui, on parle de ce marché avec les mêmes termes critiques et satiriques utilisés pour décrire le Japon dans les années 90, lorsque ce pays s'efforçait de se relever dès un effondrement à la fin des années 80. Ce qui proclamait les vertus du système mixte chinois où se combinent économie planifiée et économie de marché semble avoir agi avec un brin de précipitation. Alors, comment est-on arrivé là? La réponse réside dans la réaction initiale de la Chine à la crise. Même si la croissance du PIB semblait inébranlable au pire des difficultés de l'économie mondiale, des problèmes gisaient sous la surface. Or, le commerce extérieur de la Chine s'est effondré en phase avec le cycle mondial. Au pic de son activité, le commerce international chinois représentait 70% du PIB. 2 ans après le début de la crise mondiale, ce ratio avait glissé sous les 50%. Qu'est-ce qui a comblé l'écart? Pas la consommation, puis que sa progression en part du PIB était stationnaire. Selon nous, l'économie s'est maintenue à flot grâce à des investissements massifs, provenant surtout des fonds publics et, dans une moindre mesure, grâce à des dépenses publiques additionnelles. Cela ne devrait pas surprendre. Toutes les économies d'importance faisaient de même à ce moment-là. Cependant, la Chine se démarque du lot en raison de l'ampleur extraordinaire de ses programmes publics. Alors que les gouvernements des économies moyennes de l'OCDE réalisaient des dépenses et des investissements à hauteur de 3,9% du PIB, le programme initial de la Chine aurait totalisé 13% du PIB. Et durant les 2 premières années, la valeur des mesures de relance budgétaire et monétaire aurait représenté entre 20 et 25% du PIB. C'est tout à fait impressionnant, mais
est-ce que ce rythme est viable? De toute façon, la Chine ne semble guère avoir le choix. La taille incroyable de ces programmes témoigne bien de toute leur importance. Au milieu de 2008, la Chine était parmi les premières à constater la contraction de la croissance mondiale. 30 années de croissance continue avaient naturellement créé l'attente d'un mouvement perpétuellement à la hausse. Ce mouvement a pris fin en 2008, alors même qu'une chute impensable de la valeur des actifs immobiliers a soulevé une colère qui menaçait de s'étendre partout. L'action du gouvernement a corrigé ce problème, mais elle en a révélé un autre. À l'heure actuelle, en raison de sa constitution, la Chine n'est pas faite pour braver une récession, dont les conséquences macropolitiques deviendraient bientôt impossibles à gérer. Ce qui fait que, du moins pour le moment, la Chine évitera à tout prix de tomber en récession. Cette situation soulève une question plus existentielle. La Chine peut-elle se tirer d'affaire? L'histoire récente d'exemples de gouvernements ayant privilégié des politiques à tout prix pour se retrouver à court de liquidités et plonger dans le chaos. Aucun gouvernement ne dispose d'un arsenal illimité de moyens pour combattre la récession. À ce jour, la Chine a su tirer son épingle du jeu, ce qui n'est pas un mince exploit, et elle encourage activement ses consommateurs à intensifier leur activité. Si la croissance mondiale redémarre à temps, la Chine pourrait bien gagner son pari. Au bout du compte, la Chine semble trop importante pour être mise à mal. Des signes laissent croire que l'économie mondiale est sur le point d'amorcer une reprise portée par le dynamisme américain, et le plus tôt sera le mieux pour la Chine. Si cette reprise se confirme, elle permettra aux dirigeants chinois de trouver un véritable remède plutôt que de traiter les symptômes. Dans le cas contraire, nous pourrions éventuellement succomber à ce mal. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.